Les personnes ayant connu de près les réalités du totalitarisme soviétique, mais ayant réussi à fuir à l'Ouest, étaient considérées comme une grande menace par les dirigeants de l'URSS. C'est pourquoi, sur ordre de Joseph Staline, un département spécial fut créé au sein du NKVD afin d'éliminer ces individus. Les victimes étaient personnellement identifiées par le tyran. Sa liste comprenait d'anciens espions ayant quitté les services de l'État et l'Union soviétique, des nationalistes ukrainiens et des émigrés qui révélaient publiquement la vérité sur les crimes du régime. Les assassinats se poursuivirent bien après la mort de Staline en 1953. Seuls des scandales internationaux, après une série de mésaventures, persuadèrent le Kremlin de suspendre ses pratiques meurtrières au nom de sa bonne image auprès de l'opinion publique internationale. Pavel Soudoplatov, ancien chef de la Direction générale de la sécurité d'État, décrit dans ses mémoires sa première rencontre avec Joseph Staline en personne. En novembre 1937, il fut convoqué au Kremlin, accompagné de Nikolai Yezhov, alors commissaire du peuple à l'intérieur. Au cours de la conversation, Soudoplatov put se vanter de sa connaissance de l'Organisation des nationalistes ukrainiens, OUN, qu'il avait rejointe 2 ans plus tôt, afin de la saborder de l'intérieur. Le tyran écouta attentivement, puis informa les 2 invités qu'une guerre imminente allait éclater en Europe. Il fallait donc freiner les activités de ceux qui nuisaient à l'image de l'URSS, patrie idéale pour les ouvriers et les paysans, et qui, par la même occasion, pouvaient semer le trouble en Union soviétique. Staline souhaitait que la Direction générale de la sécurité d'État, alors en place depuis 1 an, les élimine plus souvent et plus efficacement. Pour le jeune Soudoplatov, qui débutait tout juste sa carrière au NKVD, le tyran avait des objectifs particulièrement importants. Avant 1937, l'élimination des opposants au régime soviétique installé en Occident se faisait de manière aléatoire. Jusqu'à aujourd'hui, les historiens n'ont pas réussi à déterminer si Samuel Scholem Schwarzbard, qui a tué à Paris en 1926 le dirigeant de la République populaire ukrainienne Simon Petliura, agissait pour le compte des services secrets soviétiques. D'autre part, le chef de l'Union pan-russe des armées en exil, le général Alexandre Koutepov, enlevé à Paris en 1930 par un groupe d'agents de la Direction politique unifiée de l'État, OGPU, devait être livré vivant à Moscou. Malheureusement, le général est décédé lors d'un voyage en bateau, juste après son arrivée en URSS, probablement d'une overdose de drogue. Un travail systématique d'amélioration des méthodes d'assassinat fut alors entrepris par la Direction générale de la sécurité d'État du NKVD, créée en 1936. L'ancien agent de l'OGPU, Georgi Agabiekov, qui avait fui la Turquie en 1930 pour la France, où il était en mission d'espionnage, fut désigné comme première victime. Après avoir quitté le service, il entama sa carrière d'écrivain et publia 2 mémoires sensationnelles, Zapiski Čekisti, note d'un membre de la Tchéka, et Zeska Praci, la Tchéka au travail. Staline ordonna alors à Yezhov de s'occuper du traître. En août 1937, Agabekov disparut. L'ancien agent fut probablement poignardé à mort et son corps soigneusement caché. Ignacy Porecki fut désigné comme victime suivante. Originaire d'Ukraine, ce Polonais quitta son emploi pour l'OGPU tout en volant les fonds opérationnels qui lui avaient été confiés par le réseau d'espionnage opérant en France. De plus, il remit à la presse française une lettre ouverte adressée à l'ambassadeur soviétique à Paris. Dans cette lettre, il décrivait les purges menées par le NKVD au sein de l'appareil du parti et du corps des officiers. L'information sur l'exécution de milliers de communistes fut bizarrement accueillie avec incrédulité à Paris. Et pourtant, Staline exigea la tête de Porecki. La mission d'éliminer le traître fut confiée au Bulgare Boris Afanassiev,
qui travaillait pour les services secrets soviétiques et en qui Porecki avait confiance. En septembre 1937, Afanassiev et son beau-frère invitèrent le Polonais à une réunion en Suisse, à Lausanne. Ils dînèrent dans un restaurant et firent un repas très arrosé de vodka. Ivre, Porecki fut conduit hors de la ville en voiture et fusillé. Les anciens espions furent donc tués pour l'exemple, afin que tous les membres des services secrets de l'URSS sachent que les traîtres ne seraient pas traités avec pitié. Après la rencontre de Staline avec Yezhov et Soudoplatov, il fut décidé qu'il était temps de s'attaquer également aux Ukrainiens. Konovalets représentait une réelle menace car il se préparait à une guerre avec nous, avec le soutien de l'Allemagne, se souvenait Soudoplatov lors de ses entretiens avec Staline au Kremlin. Il avait déjà réussi à gagner la confiance du colonel Yevhen Konovalets. Jouant le rôle d'émissaire de la résistance ukrainienne, Soudoplatov rencontra à plusieurs reprises le chef de l'organisation des nationalistes ukrainiens en Occident. Lorsqu'une semaine après la première audience avec Staline, il y en eut une autre, le tyran donna l'ordre d'éliminer Konovalets au plus vite. Staline disait « Notre objectif est de décapiter le mouvement fasciste ukrainien à la veille de la guerre ». Soudoplatov accomplit personnellement la mission. Il emporta avec lui une bombe dissimulée par la section technique du NKVD dans une boîte de chocolat. Il avait rendez-vous avec Konovalets le 23 mai 1938 aux Pays-Bas, au café Atlanta, près du port de Rotterdam. Après la conversation, il remit la boîte de chocolat au chef de l'OUN et lui dit qu'il devait vite regagner son navire. Après avoir quitté les lieux, Soudoplatov s'est caché dans un magasin voisin. Là, il a attendu l'explosion pour voir si le colonel avait été tué. Puis il s'est rendu à la gare pour prendre un train pour Paris. Pendant ce temps, Staline ordonna au tueur du NKVD de s'en prendre au plus proche collaborateur de Léon Trotsky, le secrétaire de la 4e internationale communiste, Rudolf Klement. 3 agences du NKVD attirèrent le Tchèque à une réunion quelque part en banlieue parisienne le 13 juillet 1938. Turek poignarda Klement avec un couteau, lui coupa la tête, mit le corps dans une valise et le jeta dans la Seine. Le corps fut retrouvé par la police et identifié, mais à ce moment-là, Tobman, Korotkov et Turek, les 3 assassins, étaient déjà loin de Paris, en route pour Moscou, se souvient Soudoplatov. Après ce succès, Staline lui confia la préparation d'un assassinat d'une importance capitale. Il s'agissait d'un ancien candidat à la succession au pouvoir de Lénine en URSS, Lev Trotsky. Soudoplatov, alors à la tête de la Direction générale de la sécurité d'État, confia à Léonid Etigon, un agent expérimenté du NKVD, la réalisation de l'opération baptisée Casca, c'est-à-dire Canard. Ce dernier choisit le fils d'un aristocrate espagnol et aussi communiste fanatique, Ramón Mercader. À Paris, l'Espagnol séduisit la secrétaire de Trotsky, Silvia Aguelov, qui lui organisa une rencontre avec son employeur fraîchement arrivé d'Europe au Mexique. Grâce à cela, le kamikaze fut envoyé dans une villa de la banlieue de Mexico sous haute surveillance. Trotsky avait déjà été victime de plusieurs tentatives d'assassinat, ce qui le rendit très prudent. Cette fois, sa vigilance le trompa. L'Espagnol rentra dans le bureau du plus grand ennemi de Staline, un piolet d'alpinisme dissimulé sous son manteau. Après avoir accueilli le visiteur, Trotsky se pencha sur les journaux qu'il lisait, puis Mercader planta sa pioche dans la tête de la victime. Trotsky mourut le lendemain d'une attaque cardiaque à l'hôpital. Les services soviétiques réussirent à dissimuler pendant des années leur implication dans l'assassinat du révolutionnaire. Lors du procès, l'avocat de Mercader convainquit la cour que son client était un homme solitaire et désespéré qui se vengeait des torts subis par les victimes du gouvernement dictatorial de Lénine et de Trotsky.
La liste des ennemis de l'URSS désignés par Staline pour liquidation fut clôturée par Walter Krivicki, chef du conseil d'administration de l'OGPU pour l'Europe. À l'été 1937, il fut transfuge à Paris, fournissant aux services occidentaux de précieuses informations sur les agents soviétiques. Puis, pendant plusieurs années, il échappa habilement aux assassins qui lui avaient été envoyés à ses trousses. Jusqu'au 10 février 1941, date à laquelle son corps fut retrouvé à l'hôtel Washington Bellevue. La journaliste du Washington Post, Flora Lewis, décrivit le corps allongé sur le lit, la balle qui avait transpercé le cerveau, partant de la tempe droite et passant sous l'oreille gauche, y creusant un trou de la taille d'une grosse pomme de terre, a été retrouvée dans le mur d'une chambre de l'hôtel, rapporta-t-elle des années plus tard. L'enquêteur D.L. Guest conclut qu'il s'agissait d'un suicide. La police ne s'étonna pas que personne dans cet hôtel bondé n'ait entendu le coup de feu pendant le silence nocturne. L'affaire fut classée et versée au dossier. 16 ans plus tard, le même phénomène se produisit. Le 12 octobre 1957, le corps du militant indépendantiste ukrainien Lev Rebet fut retrouvé dans l'escalier d'un immeuble munichois. Après examen, le médecin légiste constata une crise cardiaque. Une même crise cardiaque fut également à l'origine du décès du dirigeant de l'OUN, le groupe indépendantiste ukrainien, Stepan Bandera. Tout comme pour Rebet, le corps fut retrouvé le matin du 15 octobre 1959 dans l'escalier d'un immeuble munichois, près de la porte de l'appartement de l'Ukrainien. Personne en Occident ne soupçonnait le nouveau premier secrétaire du comité central, Nikita Khrouchtchev, qui avait révélé certains crimes staliniens, d'avoir recouru aux méthodes de son prédécesseur. Et pourtant il en fut ainsi. Après la transformation du NKVD en KGB, il subsista une unité, la Division 13, qui reprit les fonctions de la Direction générale de la sécurité d'État et perfectionna les méthodes d'assassinat discret des personnes gênantes, surtout à l'étranger. Lev Rebet et Stepan Bandera ont été tués par un minuscule pistolet alimenté par une batterie électrique qui a éjecté des ampoules contenant un mélange de poison à prédominance de cyanure de potassium. L'ampoule a giclé devant le visage de la victime et le nuage de substances toxiques l'a rapidement tué. Ces deux attaques discrètes se transformèrent en un immense scandale international du fait de leur exécuteur direct, l'officier du KGB Bohdan Stachinsky. Décoré par Khrouchtchev de l'ordre du drapeau rouge, Stachinsky s'enfuit de RDA, l'Allemagne de l'Est, avec sa femme Inga Paul, le 12 août 1961 pour Berlin-Ouest, la nuit même où fut construit le mur. Sa conférence de presse, au cours de laquelle il avoua les meurtres des deux dirigeants ukrainiens, fut relayée par les médias du monde entier. Mais c'est le lanceur de poison, dont la cachette fut indiquée par le meurtrier, qui suscita davantage l'intérêt de Moscou. Nikita Khrouchtchev ne pardonna pas à ses services secrets ce discrédit. Alexandre Chelepine, le chef du KGB, dut démissionner. Dans le même temps, 17 officiers supérieurs furent rétrogradés ou démis de leurs fonctions. Entre-temps, Stachinsky, après un bref séjour dans une prison ouest-allemande, partit avec sa femme pour les États-Unis. Après l'évasion de Stachinsky, Khrouchtchev interdit le meurtre des dissidents vivant en Occident. Son successeur, Léonid Brejnev, adhéra également à cette règle, tout en acceptant des exceptions si une demande d'aide émanait d'un pays du bloc de l'Est. À l'époque, le KGB fournissait une assistance technique et des conseils, mais l'attentat fut perpétré par un agent de ce que l'on appelait alors le service fraternel. Dans la seconde moitié des années 1970, le ministre bulgare de l'Intérieur, le général Dmitr Stoyanov, demanda au chef du KGB, Yuri Andropov, de l'aider à éliminer les opposants les plus acharnés d'Europe occidentale. À cette époque, le service de sécurité de l'État bulgare, DS, Dazavna Zigunots, a reçu un lot de parapluies équipés d'un pistolet et d'un silencieux.
le fameux parapluie bulgare. Il tirait des plombs faits d'un alliage de platine et d'iridium. Un minuscule trou a été percé dans chacun des puis 0,2 mg de ricine a été versé et bouché avec de la cire. Cette dose tuerait n'importe qui, cependant Vladimir Kostov, qui travaillait pour Radio Free Europe, a miraculeusement survécu. Et ceci grâce au pull épais qu'il portait en plein été. Alors que, le 26 août 1978, il attendait dans l'une des stations de métro parisiennes, un agresseur avec un parapluie lui a tiré dans le dos. Bien que le plomb ait transpercé le pull, il s'est collé superficiellement à l'omoplate dans le tissu adipeux. Le dissident bulgare a été gravement malade pendant les jours suivants, mais il était vivant, car les quantités de poison pénétrées dans le corps par le réservoir obstrué étaient microscopiques. Son ami de Radio Free Europe, Georgi Markov, n'eut pas cette chance. Un agent de l'ADS, les services bulgares, lui tira une balle dans la cuisse alors qu'il se tenait, le 7 septembre 1978, sur le pont de Waterloo, à Londres, près d'un arrêt de bus. Markov resta mourant pendant 3 jours, sans que les médecins puissent en diagnostiquer la cause. Ce n'est qu'après sa mort que la balle de plomb fut retirée d'une petite blessure à sa cuisse. L'affaire se répandit dans les médias et Kostov se rendit à l'hôpital où une balle identique contenant un réservoir rempli de ricine mortelle fut retrouvée dans son dos. Le scandale qui ternit la réputation de l'Union soviétique rendit les services de police plus prudents quant aux missions dangereuses. Les soviétiques persévérèrent dans cette méthode de nettoyage jusqu'à l'effondrement de l'URSS en 1991 et seul le président Vladimir Poutine rappela au monde les vieilles méthodes staliniennes. Sous l'ère Poutine, les émigrés politiquement importants et transfuges, tels que les anciens agents des services de renseignement et de sécurité de l'État, sont redevenus une cible prioritaire de recherche internationale bien plus agressive de la part du FSB. De la même manière qu'à l'époque du KGB pour ses listes de personnes recherchées, le FSB reprend les assassinats à l'étranger une fois les cibles localisées. Ces listes de liquidation incluent les personnes considérées comme des traîtres ou des opposants économiques ou politiques au régime de Vladimir Poutine. À la fin des années 90 et dans les années 2000, la liste concerne surtout des opposants tchétchènes indépendantistes qui sont alors les ennemis acharnés de la Fédération de Russie. Des opposants politiques ou alors des indépendantistes des républiques fédérées de la Russie ou des anciennes républiques fédérées de l'Union soviétique deviennent alors la cible privilégiée des services du FSB. À la même époque, et dans cette liste de près d'1 million d'individus, se retrouvent bien sûr aussi des musulmans de Russie et d'autres pays qui potentiellement commettent des attentats sur le sol de la Fédération. Comme nous l'avions vu dans notre vidéo Mafia et pouvoir en Russie, dont je vous indique le lien en haut à droite de l'écran, les oligarques tombés en disgrâce et ayant fui à l'étranger furent les victimes de ces assassinats. Mais plus récemment, et ce qui a été beaucoup transmis dans les médias, ce sont surtout les opposants politiques et les journalistes qui furent les victimes du régime de Vladimir Poutine. Je vous propose à présent de découvrir une liste plus ou moins exhaustive des différentes victimes des assassinats perpétrés par les tueurs du FSB.
J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, le meilleur moyen de nous aider et de soutenir la chaîne, c'est de mettre un petit pouce vers le haut, de laisser un commentaire juste en dessous de la vidéo, et bien sûr de le partager un maximum sur vos réseaux sociaux. Merci à tous les souscripteurs qui permettent de faire vivre la chaîne, et bien sûr, merci à tous les abonnés, sans lesquels rien ne serait possible. Bonjour, donc je m'appelle Franck Chantreau, mon épouse Roxane. On a créé en 2006 notre sanctuaire de réhabilitation pour jeunes primates. Euh, Jack, le premier chimpanzé qu'a confisqué dans cette province du sud de la RDC, a été le premier bébé confisqué. On était loin de se douter que ce bébé allait changer notre vie pour toujours. Et le programme qu'on s'était fixé, c'était d'arrêter le trafic illégal d'espèces protégées, traversant la province du Katanga pour rejoindre la Zambie et l'Afrique du Sud. Nous tenons à remercier Alain et tous les followers de son site Les Dessous de l'Histoire, car grâce à votre générosité, nous avons pu soutenir tous ces animaux victimes du trafic que nous avons recueillis au travers de la nourriture, bien sûr, mais aussi des soins médicaux et de la présence de papa et de maman de substitution, parce que ces animaux vivent de tels traumatismes que quand ils arrivent, ils sont perdus et ont besoin de beaucoup d'amour et d'affection pour surmonter tout ce qu'ils ont vécu. Donc merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait, pour vos dons. Ça nous aide énormément. Merci pour eux.